Moi, rapidement, je vais, présenter Justify en 2 mots, qui organise ce webinaire. Oui, Puis, vous vous présenter Nathalie, pour après vous passer le relais pour que vous puissiez, vous présenter, compléter la présentation et faire votre, et intervenir. Ce que je suggère, à vous les participants, c'est que vous écriviez sur le côté vos questions. Si la question, je sais qu'elle va être répondue plus tard, bah, je la mettrai de côté et on la reposera à la fin si jamais ça n'a pas été répondu. Et si c'est des questions qui nécessitent une réponse immédiate, à ce moment-là, Nathalie, je vous les poserai. Voilà. très bien. Très bien. Donc Justifit est une plateforme qui permet de mettre en contact des justiciables qui, ont un besoin juridique et qui découvrent, une réponse grâce, aux différents, articles que nous écrivons sur ces sujets. Donc notre site permet de mettre en contact les justiciables et les avocats. Donc les avocats qui nous rejoignent comme Nathalie, vous êtes chez nous depuis 2017, je crois. Voilà. Le site existe depuis 2015. Donc les avocats comme Nathalie, peuvent ainsi, développer leur business, avec des nouveaux clients dans des domaines qu'ils n'avaient pas encore explorés. Voilà, et donc ça, c'est notre activité principale. Et puis nous avons aussi développé une activité, digitale. Donc nous accompagnons les avocats dans leur développement de leur visibilité, et sur plein d'autres sujets digitaux, et business, et c'est dans ce cadre-là que nous organisons, tous les mois des webinars sur différents sujets, pour les accompagner. Voilà, donc Nathalie, vous, vous êtes avocate depuis, 30 ans, Déjà, oui. voilà, au barreau de Montpellier. Barreau de Vous Montpellier. intervenez, dans le droit des personnes et de leur patrimoine, le droit civil, commercial et droit pénal. Et comme vous utilisez la médiation, comme, mode alternatif de résolution et de prévention des litiges pour vos clients, nous vous avons, demandé si aujourd'hui vous accepteriez, de partager avec nous les enjeux et les avantages de la médiation et d'expliquer aux avocats qui sont là comment ils peuvent, la proposer à leurs clients. Voilà, donc merci par avance pour ce que vous allez partager avec nous. Je vois qu'il y a eu des nouveaux venus, donc n'hésitez pas à poser des questions sur le côté. Et Nathalie, donc je vous passe la parole. Beh, merci d'abord, de m'avoir invitée dans ce webinaire. On en avait parlé avant avec votre assistante et je trouvais que c'était bien, en étant membre, de la communauté de Justifit, aussi de pouvoir, apporter quelque chose parce que vous nous apportez quelque chose, donc je trouve que c'est bien qu'il y ait cet, échange-là. J'ai trouvé également que c'était intéressant, finalement, qu'on puisse aussi créer du lien entre les membres, c'est-à-dire entre les avocats. Je crois que dans notre profession, nous avons, l'occasion de nous rencontrer dans différents congrès ou formations, mais c'est toujours très intéressant d'échanger sur des sujets, qui soient récurrents, nouveaux ou plus problématiques, voilà. Donc là, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est pas un sujet problématique, la médiation. Voilà, donc j'avais vraiment envie alors c'est pas du tout, une formation, c'est vraiment une discussion, une présentation, parce qu'on a à peine une petite heure et le sujet, dans le cadre des formations que reçoivent ou les médiateurs ou les avocats, peut atteindre 400 heures. Donc vous imaginez un petit peu l'ampleur du débat. Donc voilà pour situer, ma démarche, donc l'envie de vous en parler. Je suis moi avocat au barreau de Montpellier depuis plus de 30 ans, comme vous l'indiquiez, le temps passe vite. Mais les choses à faire sont toujours aussi, intéressantes à développer et c'est l'avantage de notre profession que de pouvoir se former en permanence et surtout d'aborder, tous les nouveaux domaines de compétences des avocats, qui font partie d'un métier qui bouge beaucoup. Alors vous avez évoqué mes domaines d'intervention, je vais rajouter, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, un domaine qui est très important pour moi parce que c'est un nouveau champ de compétences des avocats, qui est la transaction immobilière. Donc je suis mandataire en transaction immobilière parce que ça fait partie des, champs de compétences qui avaient du sens par rapport à ce que je pratique, à savoir, beaucoup de droits des personnes, et de leur patrimoine. Donc c'est aussi une continuité et d'ailleurs, il peut y avoir même du lien avec la médiation. Donc vous voyez, toutes ces champs que sont ceux des avocats peuvent avoir une interaction, tout comme nous avons aussi des interactions avec des tiers qui ne sont pas forcément des avocats. Donc ça, c'est le sens de la démarche. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais vous présenter
ou même est provoqué dans les questions, dans les débats, c'est que nous interrogions sur le non pas ce que c'est que la médiation, parce que je vais pas vous faire un cours sur la médiation, parce que la plupart d'entre nous savent déjà ce que c'est que la médiation. Je vais juste rappeler quelques principes, hein, rapidement dans le support, mais surtout, s'interroger sur le rôle de l'avocat dans le cadre de la médiation. Et sur ce que ça peut, donner comme avantage de développement dans sa clientèle, du développement dans la façon de travailler et donc, au final évidemment, l'intérêt de nos clients et l'image aussi, ça me paraît assez important, l'image et le rôle de l'avocat, dans la société, même civile, au-delà de son rôle, donc d'auxiliaire de justice. Donc c'est un peu le sens de mon discours aujourd'hui qui va pas du tout être formaté, qui est plus comme une discussion, même si j'ai un support pour qu'on rappelle, les bases. Alors je commencerai, avec, une petite question, par exemple, est-ce que vous avez, une idée, du nombre de dossiers, qui sont traités par, la médiation, par an? Est-ce que vous avez, une idée du nombre d'avocats, médiateurs, non médiateurs? Sachant aujourd'hui, je reviens sur mon petit aparté, c'est que, aujourd'hui, je ne vous parlerai que, des avocats qui accompagnent leurs clients et moi d'ailleurs, c'est ma démarche, ceux qui accompagnent leurs clients et non pas les avocats médiateurs. Parce que ce sont 2 choses, à mon sens, complètement différentes, et la démarche n'est pas la même. Voilà, donc ça, c'était des questions. Est-ce que Est-ce vous que vous pouvez préciser? Moi, je suis pas sûre de bien comprendre la différence entre voilà, l'avocat médiateur et l'avocat qui voilà, accompagne sur la médiation. donc pour resituer le débat, moi-même, je me suis intéressée juste pour vous dire pourquoi je m'étais intéressée à la médiation, eh bien, pendant le confinement, nous avions des conditions de travail un peu particulières et je m'étais déjà intéressée au sujet puisque j'ai une méthode de travail en disant qui était déjà dans la négociation, dans la conciliation. J'utilisais déjà ce qu'on appelle, les modes alternatifs, hein, de règlement des litiges, mais on appelle ça surtout les différends, parce qu'avant que ça soit un litige, c'est un différend. Voilà, les MARD donc, comportent, différents, types de solutions et la médiation est un des modes, de solutions alternatives. Voilà. Donc au sein et donc on va voir ça dans le support un petit peu le cadre, légal et donc, au sein de la médiation, il y a également 2 aspects. C'est que, pour les avocats, vous allez soit devenir avocat médiateur, carrément, donc vous allez mener la médiation qui est donc la recherche d'une solution en cas de différend ou de litige, puisqu'on verra que ça peut intervenir à différents moments. Vous allez donc, si vous êtes avocat médiateur, mener la médiation et si vous êtes avocat accompagnant, vous allez tout simplement accompagner votre client. Donc le rôle n'est pas absolument pas, le même parce que le médiateur doit respecter certaines, conditions déontologiques déjà, de formation bien sûr, même si cette formation n'est pas est réglementée avec des codes, mais beaucoup plus souple que celle de l'avocat par exemple. Puisque l'avocat, lorsqu'il devient, médiateur, ça c'est une petite, parenthèse, hein, parce que je ne vais pas vous faire un cours sur les formations de l'avocat, et bien, s'il veut être référencé par le CNB, donc qui est notre organe régulateur, doit quand même, fournir, respecter une obligation de 200 heures de formation. Donc c'est quand même quelque chose de très significatif. Donc 200 heures de formation qui vont être, réparties soit avec de la pratique et des cours, soit uniquement avec de la pratique, soit avec 4 ans d'exercice en médiation. Donc c'est quand même une formation très sérieuse et le CNB a souhaité que cette formation soit plus, conditionnée que celle du médiateur non avocat parce qu'évidemment, nous devons, répondre à, des garanties déontologiques, des garanties de compétences et à mon sens, et là les confrères peuvent s'exprimer, je pense que dans quel que soit le champ d'activité nouveau et par exemple, je pense à la transaction immobilière dans lequel nous intervenons, la plus-value que nous présentons par rapport à tous les tiers ou acteurs du marché, quel que soit le domaine, est évidemment notre compétence. C'est la, qualité numéro un de l'avocat, c'est la compétence.
C'est ce qui va d'ailleurs lui permettre, d'accompagner, son client avec, succès et de présenter, je vous en parlerai tout à l'heure, des avantages par rapport aux autres tiers. Donc aujourd'hui, nous ne parlerons pas de l'avocat, médiateur, mais nous allons parler de l'avocat accompagnant son client et tous les aspects, d'avantages que cela peut, provoquer pour le client et également, pour l'avocat. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre, question sur la différence, parce que c'est une façon tout à fait différente d'aborder même la discussion aujourd'hui. Pour moi, c'est clair. Pour Peut-être vous, qu'il y c'est a clair? des participants pour lesquels ce n'est pas clair. Voilà. Alors pourquoi est-ce que on pourrait aussi se poser une autre question. Pourquoi est-ce qu'on va choisir d'être avocat, médiateur ou avocat, accompagnant? Puisque, déontologiquement, nous avons la possibilité de faire les 2, pas en même temps évidemment, on peut pas être médiateur et avocat accompagnant, mais en tout cas, à partir du moment où nous sommes, formés, référencés, alors on n'est pas obligatoirement référencé sur le Centre national de médiation des avocats, hein. On peut très bien se présenter et on a beaucoup de confrères qui ont monté des plateformes, même, des plateformes très élaborées, retenues par les incubateurs. Les avocats sont très actifs là-dessus, hein. Mais les huissiers le sont également, les notaires, toutes les professions se saisissent, hein, de ce sujet-là. Et donc, on peut tout à fait ne pas avoir 200 heures et pratiquer, la médiation ou même se présenter comme médiateur. Mais, la démarche ne sera pas du tout la même et je pense que cela correspond aussi à une façon de travailler. Lorsque j'ai suivi cette formation sur la médiation, il a été assez évident pour moi, au bout de quelques séances, d'apprentissage et de formation, que je me dirigerais dans un premier temps comme avocat accompagnant mes clients. Parce que ça correspondait beaucoup plus à ma personnalité et à la façon dont, je travaillais et à l'intérêt que je pouvais porter à la façon dont j'allais accompagner mes clients. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier aspect, sur le sujet de la médiation. Vous allez avoir des confrères qui vont être, avocats médiateurs, avocats accompagnants ou simplement avocats médiateurs ou simplement accompagnants. Voilà, donc ça, je trouve que c'est assez intéressant de voir comment on se situe, parce que, la médiation donc, et je rentre dans le cœur du sujet, si vous permettez. Donc, Ouais, alors, vigilance, je me permettrai, Nathalie, d'être le alors timekeeper. Je vois qu'il est déjà n'hésitez pas parce 13:15, que je suis très bavarde, donc je vous fais des petits rappels. Donc nous avons bien compris la différence entre les types d'avocats. Vous aviez posé une question à l'audience qui était, à votre avis, combien de dossiers sont traités, tous les ans par la médiation? Je crois que voilà, alors je c'était, sais pas s'il y a il y a des idées là sur, alors, du coup, c'est une on peut question qui faire s'adresse à vous, les participants. Si vous voulez dans le chat mettre alors il faut que j'aille des voir dans le chat là, non, excusez-moi mais parce que je vous avez pas besoin, je me charge ah de vous faire me le dites comme ça m'évite de voilà. d'aller manipuler, voilà. Donc les différents participants, n'hésitez pas à écrire. Alors, objectif, du tribunal de Marseille, 10. D'accord, donc c'est un Bon, un objectif. confrère Est-ce que marseillais peut-être? Un confrère marseillais? voilà, maître Citeaux, merci. Merci pour Alors, le est-ce qu'il y en a d'autres? Aix, il est d'Aix, voilà. On espère que vous avez du soleil. Alors, est-ce qu'il y a d'autres avocats qui ont une idée, qui veulent, voilà? voilà, moi je Non? peux vous Alors donner répondez quelques Nathalie. chiffres. Alors les chiffres sont un petit peu ce qui est un peu compliqué, c'est que comme il y a de multiples centres de médiation, puisqu'il y a la médiation, par exemple, organisée par le CNB pour les avocats, mais vous avez aussi celle des huissiers, celle des notaires. Vous avez, par exemple, pour Paris, la plus grosse plateforme de médiation, qui a été créée par la chambre de commerce, qui elle, va traiter des très, très gros dossiers, internationaux notamment. Donc là, sur cette plateforme, parisienne, on est à 500 dossiers par an. Ce qui est impressionnant, c'est notamment le montant, des différents enfin, ou des contenus de dossiers. On est à plus de 13 millions d'euros sur ces montants-là. Donc vous voyez que c'est quand même, très important et ça, ce n'est qu'un chiffre que je c'est un chiffre que je vous donne. Il y a donc toutes les autres. Donc on est vraiment dans une mouvance très, très importante, initiée tant, par, les partis, les organismes professionnels que
évidemment par, les juridictions et la volonté gouvernementale, d'évacuer, l'encombrement des tribunaux. Ça, j'ai pas besoin, c'est pas un mystère, hein, l'encombrement des tribunaux. Mais aussi, de partir dans un état d'esprit, de règlement, des différends, dans la société civile, dans la société professionnelle pour, aboutir à une autre façon et moi j'adhère vraiment à cet esprit, de médiation parce que ça entraîne une autre façon de fonctionner dans la société civile qui est assez importante et qui pourrait aussi, donner des solutions intéressantes dans le comportement, des gens à travers, toutes, les situations. Alors, pour nous donner une autre précision, par exemple, toujours dans le sens des questions, on estime que lorsqu'une médiation se met en place, elle se met en place dans les conditions requises de la médiation, que je vais tout à l'heure vous expliquer, eh bien, on aboutit quand même à 60 au minimum, à 60 de résolution de la situation litigieuse, ce qui est quand même très intéressant. Et quand je vous dis résolution de la situation litigieuse, c'est la résolution, quasiment idéale. C'est-à-dire la résolution, souhaitée, à un moment donné par les parties et non pas, à une, solution, judiciaire qui parfois n'est appréciée ni par l'un, ni par l'autre, avec tous les inconvénients que ça va entraîner, par la suite. Donc ça, c'est aussi un chiffre intéressant, un taux très important de résolution, tant et si Alors bien je me permets, Nathalie, de vous interrompre. Nous avons maître, Payen, j'espère que je prononce correctement votre nom, qui nous dit que dans sa région, le centre de médiation des barreaux se développe, mais il y a encore une grande marge de progression. Une cinquantaine de dossiers traités cette année, mais essentiellement en conventionnel. Des dossiers donc. Ça serait d'accord. intéressant, monsieur Payen, de savoir dans quelle région vous êtes. Voilà. Alors Nathalie, commencez votre présentation, parce que je me permets de vous Voilà, donc je pense qu'il alors juste un voilà, mot pour dire quand même sur l'origine de la médiation. à Bon, La c'est vrai Réunion. qu'on voilà. L'origine de la médiation, c'est vrai qu'on pourrait en parler longtemps parce que c'est tellement intéressant, cet état d'esprit, dans toutes, dans les Mardes. Il faut savoir que, c'est quand même vraiment une mentalité des pays anglo-saxons, hein, que ça nous vienne des anglo-saxons, puisque Mmh. aux États-Unis notamment, ça fait plus de 50 ans que ça existe. Voilà, ça existe depuis, 50 ans. Alors ça s'appelait pas médiation, ça s'appelait conciliation. Je parle très mal anglais, donc je vais pas vous citer les termes en anglais et ça a même, été, inscrit, dans des textes, fédéraux, internationaux aux États-Unis, avec des agences qui sont largement répandues partout, donc c'est utilisé aussi bien, sur le droit civil que le droit des affaires et cetera. Donc une très forte, imprégnation anglo-saxonne qu'on va retrouver évidemment chez les Anglais en Angleterre, à tel point qu'il y a eu énormément, dans ce qu'on appelle un peu la vague New Age et cetera, sur la communication donc une des références à lire, c'est Monsieur Fischer bien sûr, où là vous avez, toutes les clés, je vous le mettrai en Monsieur bas. Fischer, Monsieur Fischer donc, mais vous l'avez dans mon support, hein. d'accord. Monsieur Fischer qui a écrit un livre très intéressant sur comment négocier, toutes les clés de la négociation et à l'époque ça s'appelait négociation, pas médiation, mais finalement c'était très, très proche de toutes les clés qu'on utilise et qui d'ailleurs sont d'une grande, logique quand on y réfléchit. Donc voilà, ça c'était pour mes petits, commentaires. Donc on va attaquer le support. Donc ce qui est très important en fait pour les avocats, c'est la première réflexion que je me suis, faite. Évidemment, même si nous avons tous alors c'est l'intérêt de faire aujourd'hui cette formation, enfin cette présentation, c'est pas une formation. Entre nous, c'est qu'évidemment, on connaît le contexte, juridique, judiciaire, donc je ne vais pas expliquer, tous les mots que je vais employer, que vous avez déjà une approche de ce que sont les mardes, de l'interconnexion avec les procédures judiciaires, donc je passerai assez rapidement le support de présentation, parce que je pense qu'il faut rappeler quelques points des règles, du cadre légal pour pouvoir aborder notre discussion de fond. Donc vous me surveillez dans le timing, Alors, à je savoir vous surveille, mais je vais être obligée de vous de de couper. vous couper. Je vous prie de Voilà, m'excuser par parce que avance. voilà, Maître Payen ajoute, qu'il est en train de se rapprocher des chefs de juridiction pour remettre en place des médiations judiciaires plus nombreuses, comme d'accord. bâtonnier de Saint-Denis. Voilà et puis après on a une autre question, mais je pense que vous allez en parler au cours de la présentation.
Alors allez-y Nathalie, Allez, on y va, on attaque le on y va. support. Quelques points sur les cadres, obligatoires législatifs et déontologiques, parce qu'on ne peut pas en tant qu'avocat, conseiller son client et aborder la médiation avec un client si on ne sait pas comment ça fonctionne. Et il y a pas que l'aspect législatif, il y a vraiment l'aspect pratique de la médiation, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une médiation, en pratique, hein, voilà. Alors donc, voilà, la médiation, l'avocat, quel rôle peut-il jouer? Donc bien sûr, la médiation est un des modes alternatifs de, règlement. Je vous indiquais tout à l'heure que pourquoi? Parce qu'évidemment, le premier avantage, c'est, d'éviter, l'aspect judiciaire et surtout l'encombrement, hein. Ça sera un des arguments qui sera, évidemment mis en avant avec nos clients, c'est le délai. Le délai, on va le retrouver tout à l'heure. Donc les délais de la justice, qui, sont aussi un frein parfois à trouver des solutions efficaces. Parfois les solutions sont déjà dépassées quand, on obtient la décision, judiciaire. Donc les questions générales de la discussion, notre rôle et quel avantage pour nos clients, d'être, accompagnés par l'avocat dans le cadre, de la médiation. Voilà. Alors, nous accompagnons, parce que nous sommes effectivement des médiateurs, des négociateurs déjà dans nos dossiers. Nous savons négocier selon les matières, que nous traitons, nous savons déjà négocier. Alors chacun a sa méthode, hein, bien sûr, de négociation. Il y a des méthodes douces, des méthodes plus agressives. Mais il se trouve qu'effectivement, la méthode qui conduit à la médiation est quand même une méthode assez, élaborée, comme je vous le disais, avec un succès à la clé. Mais un succès à la clé parce qu'on suit, une méthode. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, naturellement. C'est vraiment, une méthode et ce n'est pas pour rien que, vous avez des sessions de formation qui peuvent atteindre donc une centaine d'heures pour maîtriser. Sachant que, effectivement, nous, quand nous négocions en direct. C'est-à-dire soit avec une partie qui a un avocat, soit qui n'a pas d'avocat. Tandis que dans la médiation, et c'est ça l'originalité finalement de la démarche qu'il y a eu, dans tous les mardes, parce que la conciliation, c'est entre les avocats, les parties, c'est l'intervention d'un tiers. C'est-à-dire qu'on va confier à un tiers de mener cette fameuse, médiation. Alors on va le confier ou le juge va le confier et c'est, la présence du tiers qui est très importante dans la médiation parce que ça va changer beaucoup de choses et ça va, apporter une neutralité que peut-être, dans le cas des négociations, nous, avocats, nous n'aurons pas parce que forcément nous défendons les intérêts de nos, clients et surtout ça va, apporter, une autre façon d'envisager, les, positions puisqu'on parle en matière de médiation de position et non pas d'intérêt. Donc le principe de la médiation, vous le verrez tout à l'heure sur l'autre support, eh bien, c'est que nous allons traiter des discussions sur des intentions, sur des intérêts et non pas des positions bloquées, comme par exemple, «Je ne veux pas que vous passiez sur ce chemin qui m'appartient», l'autre partie disant: «Je veux passer sur ce chemin». Alors là, après, on va rechercher, pourquoi vous voulez passer? Pourquoi vous ne pouvez pas passer? Voilà, on est plus dans la même discussion judiciaire. Il y a une servitude, on applique la loi et que vous soyez content ou pas, c'est pas la même chose et moi, en contrepartie, je vais vous construire un mur à côté qui va vous empêcher de voir, ou d'avoir de la lumière et donc c'est une étape sans fin, sur des discussions stériles. Voilà. Alors, l'avocat qui va accompagner son client, à la médiation, va devoir faire un diagnostic. Donc ce diagnostic, il le fera de toute façon très naturellement, très, très naturellement, parce qu'il y a un autre aspect dans la médiation, qui est primordial. Eh bien, je crois que c'est celui, qui est présent tout le temps avec notre client, à savoir évidemment la confiance. Donc la confiance, dont l'origine et latine, donc confiance, confier, c'est-à-dire que notre client, quand il vient nous voir, nous confie son dossier. Il nous confie ses intérêts et c'est la raison pour laquelle l'avocat aura une certaine facilité à pouvoir emmener son client vers la médiation. Parce qu'il a en premier lieu la confiance de son client. Et dans la médiation, c'est quelque chose qui va être aussi très important. C'est-à-dire qu'on va établir un cercle
avec le médiateur, avec les parties. Alors quand je dis les parties, il y en a pas forcément que 2, hein. Vous avez des médiations avec 30 parties, hein. Dans les copropriétés, on peut avoir des médiations très importantes. Mais le principe, c'est qu'on va rentrer dans un cercle de confiance dans lequel tout le monde se sentira à l'aise. Dans ce cadre-là, vous allez vous poser la question en tant qu'avocat, est-ce que, on n'est pas déjà dans une, médiation obligatoire? Puisque vous verrez on verra tout à l'heure que dans le cadre législatif, nous sommes parfois de toute façon obligés de faire, une médiation parce que le juge l'a ordonnée, parce qu'elle est obligatoire, par exemple, en matière familiale. Donc de toute façon, c'est un diagnostic qui sera vite fait, la médiation est obligatoire. Alors si elle n'est pas obligatoire, c'est là que la discussion est, on va dire, plus large et qu'elle va s'engager avec notre client. Donc nous ne sommes pas dans une situation de médiation obligatoire, mais nous allons peut-être envisager, cette médiation. Alors nous l'envisagerons et on le verra par la suite pour différentes raisons. D'abord si les conditions, sont requises, si notre client est prêt et c'est là que nous allons devoir, lui expliquer comment se déroule la médiation parce que pour lui, c'est quelque chose d'inconnu. Ça peut être quelque chose d'effrayant, il peut y avoir de la défiance notamment quant, au risque qu'il va prendre à se confier hors de la présence d'un juge, par exemple, à un tiers qui est, certes médiateur reconnu, mais qui, ne sera peut-être pas à même de préserver le secret. Alors le fameux secret effectivement, c'est-à-dire la confidentialité et on le rappellera tout à l'heure, confidentialité obligatoire de la médiation et donc lorsqu'on aura expliqué à notre client que cette médiation est confidentielle, on va pouvoir, justement, rétablir, en tout cas asseoir cette confiance dont il a besoin pour pouvoir évoluer correctement dans le cadre d'une médiation. Alors, je vous ai indiqué aussi, je vous parle de la balance décisionnelle. Eh bien, la balance décisionnelle est, une discussion globale que nous allons avoir avec notre client, où nous allons envisager et là j'ai pas le temps de tout détailler, mais on va en fait envisager les avantages, les inconvénients de la médiation par rapport, par exemple, à la saisine directe d'une juridiction ou, par rapport peut-être à une tentative de négociation, qui sera peut-être plus longue. Donc ça, c'est la balance décisionnelle, dans laquelle nous avons aussi la fameuse, BATNA, donc qui est un terme anglo-saxon, qui est en fait la meilleure, solution de rechange qu'on aura en cas d'échec de la médiation et qui va rentrer aussi dans la, balance, décisionnelle. C'est-à-dire qu'on va expliquer à notre client qu'une fois, la médiation, engagée, qu'elle aboutisse ou pas, nous aurons aussi d'autres solutions. Donc il y a un gros travail de préparation avec, l'avocat entre l'avocat et son client et on retrouve là on retrouve toutes les fonctions de conseil, de l'avocat et pour vous parler de chiffres très rapidement, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on regarde, à savoir que, quand on demande aux justiciables, quelles sont les qualités, requises, préférées de l'avocat, eh bien on va retrouver en premier lieu le conseil et l'écoute. Pas forcément l'agressivité ou l'efficacité, le conseil, l'écoute et donc on retrouve complètement Je dans la me permets médiation. de vous interrompre Nathalie. Oui. Le conseil d'écoute, c'est un retour, de votre expérience personnelle et d'échange avec vos collègues ou bien c'est une étude, Non, non, c'est une étude, hein. C'est Ah une bah, étude, d'accord, voilà, c'est une étude intéressant. ce sont des études qui sont menées dans toutes les études qui sont faites autour, des MARD, autour de la médiation, parce qu'on essaie de décortiquer le fonctionnement, des justiciables, pour, savoir, comment est-ce qu'on peut les amener et ça, c'est un gros travail qu'on effectue, Ouais. dans les réflexions, puisqu'on est toujours dans les réflexions. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut expliquer à nos clients, l'intérêt qui sera le leur d'aller sur la médiation? Et cet intérêt, il est complètement conforme à, leurs intentions quand ils vont voir un avocat et donc quand ils vont voir un avocat, ils ont vraiment besoin de conseils et d'écoute. Et c'est ce qu'on retrouve complètement dans la préparation de la médiation. On est dans le conseil et on est dans l'écoute pour arriver à une bonne préparation, pour arriver à un bon suivi pendant la médiation et en fait, c'est présent totalement à toutes les étapes. Voilà, donc ça Alors, c'est je me permets, Nathalie, de vous interrompre. Il y a une question d'un avocat qui demande: «Qu'est-ce qui freine le développement de la médiation?» Donc, j'ai bien compris comment vous identifiez. Qu'est-ce qui peut freiner?
Alors qu'est-ce qui freine pour, bon je comme c'est pas précisé, qui freine soit pour, les justiciables, soit peut-être pour les acteurs, auxiliaires de justice. Parce qu'il faut savoir que les réticences à ce niveau, elles viennent aussi bien des justiciables que des confrères. Parce qu'il Ouais, y a beaucoup de confrères qui sont très hostiles à la médiation. Là, ça rejoint un peu, la fin de la discussion où on parlera des avantages pour les avocats. Donc en fait, on peut dire que pour les confrères hostiles, il y a une peur que la médiation vienne empiéter sur l'activité judiciaire, leur fasse perdre, cette activité, ce qui est une erreur, puisque de toute façon l'activité judiciaire va être modifiée, de par la volonté du législateur et de toutes les instances de nous amener vers les mardes. Et je parle même pas de la procédure, parce que là sinon il me faudrait 3 heures, de la procédure, participative et du droit collaboratif, où là maintenant, nous allons pouvoir insérer dans nos procédures judiciaires, des conciliations, des accords. Donc en fait, je pense que c'est une grosse erreur des confrères de penser, que, la médiation, par exemple, va leur, faire échapper les dossiers, va réduire leur activité ou même va réduire, leur chiffre d'affaires. Je pense que c'est pas une bonne vision des choses et qu'il faut être ouvert à tout ce qui se passe actuellement. C'est comme tous les nouveaux champs de compétences. Donc je ne sais pas si j'ai bien alors ah si, oui. pour répondre quand même aux Ah ça, c'est côté avocat et côté justiciable alors? alors côté justiciable, voilà, j'allais en venir, merci de me voilà, côté justiciable, moi je pense que c'est la méconnaissance, hein, Ouais, méconnaissance parce que bon, tous ces termes, médiation, conciliation, arbitrage, enfin voilà, c'est quand même pas quand on n'est pas un juriste, on ne sait pas ce que c'est. Donc ouais. premièrement méconnaissance, deuxièmement, peut-être, méfiance, donc ce que je disais tout à l'heure, méfiance, qui est ce médiateur, qui n'est pas un juge? Et ensuite, blocage, dans le litige. C'est-à-dire que parfois, on a plus envie d'aller, se battre, Ouais, c'est-à-dire voilà, on a envie d'aller en découdre. Vous avez mmh, des gens qui veulent en découdre, comme on dit, qui veulent en découdre et qui n'ont pas tellement envie, d'aborder la médiation. Pour eux, parfois, la justice est une opération punitive. Ça fera partie des cas où l'avocat décidera que la médiation ne sera pas possible. ouais. Parce qu'il ne faut pas faire perdre du temps, à nos clients. Donc ça, c'est, je dirais, l'expérience aussi, Alors de une autre question, est-ce qu'un dossier de pas je pense que c'est pour répondre à la question sur la peur de l'avocat qui perde du business, est-ce qu'un dossier de médiation prend moins de temps en général pour l'avocat? ah bah oui. Ouais, Oui, alors là, c'est sûr que ça fait partie des choses que les avocats devraient, envisager. Alors, ça dépend évidemment des matières que vous pratiquez. Quand on prend, une procédure classique, devant le tribunal judiciaire maintenant, au fond, heu, une procédure à moins de 15 mois, c'est compliqué, hein. je pense qu'il y a le temps que ça prend, mais il y a le temps de travail. Oui, alors, donc il y a le temps de la procédure, donc voilà, mais il y a aussi Ouais, l'implication. Alors ça, c'est intéressant comme question, parce qu'il est clair qu'à côté des qualités d'écoute et de conseil, il faut rajouter, une qualité de disponibilité. C'est-à-dire que dans le cas d'une médiation, vous allez ouais, devoir être très disponible pour votre, client qui part dans un cadre qu'il ne connaît pas du tout. Et donc vous serez présent, pour la préparation, pendant la médiation et évidemment au moment de la rédaction de l'accord du protocole, si on aboutit à une rédaction, mais on va dire que c'est finalement presque la partie la plus simple. Encore que dans des dossiers très complexes, ça peut prendre du temps, mais il y a une disponibilité qui est importante, mais cette disponibilité, elle ne va pas venir en moins de votre activité classique. Parce que finalement, en termes d'honoraires et là je suis très, très claire, moi je facture, de la même manière mon temps dans le cadre d'une médiation que dans celui, d'une procédure classique. d'accord. Donc vous le facturez au même montant horaire et il y a autant d'heures de travail? Donc Tout à fait. finalement Il d'accord, y a donc autant d'heures de travail, mais pour une solution qui peut aboutir beaucoup plus rapidement. ah d'accord, donc c'est le temps de d'accord. Donc c'est le justiciable, il va pas faire des économies, que je comprenne bien, mais mais ça ira plus vite. Il y a Alors un autre si, si, commentaire si, 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 il va en faire des économies. Moi je pense qu'il va en faire, dans la solution qui va être trouvée.
D'accord. Il va Il être y a dans Maître Godmer qui intervient, qui nous dit que dans les litiges de la fonction publique, en moyenne 3 réunions de médiation de 3h30. Voilà, je merci Maître. suis merci confrère, je suis tout à fait d'accord avec vous. On va dire que la moyenne, je prends vraiment la moyenne, hein, en lice, hein, la moyenne du nombre de réunions de médiation est de 3 pour aboutir à un protocole ou D'accord. voilà. Donc quand on pense au temps qui doit être, passé, pour les procédures que nous menons ou p même pour les négociations parfois entre confrères, c'est beaucoup de temps pour un résultat qui n'est pas forcément satisfaisant. Donc là, pour la réticence du client, quand on lui a expliqué, la différence entre les procédures judiciaires et l'organisation de la médiation, quand c'est très clair, je peux vous confirmer que le client n'est pas hostile par rapport, à ça. Voilà donc Alors après bon, Nathalie, il il faut nous avancer. reste, 20 minutes, dont 10 minutes de questions. Donc il faut D'accord. compter 10 Alors je minutes. vais avancer sur ma Ouais, présentation. Alors le choix du médiateur très rapidement, ben, il faut savoir que ça soit dans la médiation conventionnelle, donc faite, librement entre les parties ou judiciaire, vous avez, le choix du médiateur. Donc les médiateurs peuvent être agréés par le tribunal, bien sûr, sur la médiation judiciaire et en ce qui concerne, la médiation conventionnelle, ça va faire partie d'une des premières étapes de discussion entre les parties, de s'entendre sur le choix du médiateur. Donc déjà, on rentre en médiation un petit peu avant, en s'entendant sur le choix du médiateur. Voilà et à partir de là, on a un grand choix des plateformes, que ça soit les professionnels, les non professionnels. Voilà, alors je passe. Voilà, donc sur les étapes pour l'avocat, donc sur la préparation, donc ce que je vous disais, on nous informons, évidemment, sur le droit applicable de la matière qui nous intéresse quand même et sur le déroulement de la médiation avec toutes ces étapes. Nous allons préparer évidemment un dossier parce que c'est pas parce qu'on va en médiation qu'on arrive les mains dans les poches, hein. Les confrères le savent bien dans les négociations. Donc on va préparer notre dossier aussi bien que si on allait, le présenter devant le juge et encore mieux parce que, hem, les règles déontologiques de secret et du contradictoire s'appliquent aussi, en médiation et donc nous allons pouvoir dévoiler des éléments qui vont aussi montrer à la partie adverse, que nous avons de l'information ou que nous manquons d'informations. Donc, plus on prépare son dossier en amont et plus on ira vite. On ira vite parce qu'une des clés, de la médiation notamment, c'est d'avoir les informations. C'est ce qui manque souvent aux parties et qui les conduisent à ne pas pouvoir discuter entre elles, c'est l'absence d'informations. Donc l'avocat définit les rôles et les stratégies. Oui, nous sommes avocats, donc nous avons une stratégie à mener, dans le cadre du conseil, donc nous définissons une stratégie dans la médiation. Alors qui dit stratégie ne dit pas absence de loyauté, puisque c'est aussi une des conditions de la médiation, c'est la loyauté. Nous n'allons pas mettre en place une stratégie, dilatoire, ou malhonnête, puisque, la confiance devra régner entre les parties et que si c'était, l'intention d'une des parties d'utiliser, la médiation comme, stratégie dilatoire, le médiateur peut s'en rendre compte et à tout moment pourra interrompre la médiation. Donc, en fait, il faut vraiment jouer le jeu quand on va en médiation, parce que ça risque de se retourner, ensuite contre vous. Alors, quand je dis les stratégies, ces stratégies et ces conseils peuvent être à tout moment, modifiés, développés, puisqu'on va pouvoir s'entretenir avec notre client, évidemment en privé, mais on peut aussi s'entretenir en cours de médiation, puisqu'il y a les fameux apartés, c'est-à-dire que le médiateur va faire des apartés, donc à un moment interrompre la discussion ou la séance de médiation en disant qu'il souhaite s'entretenir soit avec le médié ou même l'avocat. Donc ça, c'est aussi un aspect, qui est intéressant et comme je disais, chaque réunion sera préparée, s'il y en a plusieurs et elle sera anticipée avec notamment, la BATMA, la fameuse BATNA qu'on va toujours c'est-à-dire ce sont les solutions de rechange qu'on va toujours, repositionner au fur et à mesure qu'on évolue dans la discussion. Donc ça, c'est un petit peu, voilà. Alors, on en vient aux avantages qu'on peut pourquoi se positionner par rapport à nos clients comme, l'interlocuteur, idéal pour la médiation? Eh bien,
évidemment, pour nous, c'est tout à fait évident. Donc c'est vrai que la présence de l'avocat n'est pas du tout obligatoire. Donc les parties peuvent aller sans avocat, à la médiation, ce qui arrive parce que, parfois, on est évidemment en situation avant litige, on est dans la discussion, donc on n'a pas forcément eu, recours à un avocat. Donc il y a des gens qui vont seuls en médiation, mais c'est pas une bonne idée du tout parce ils vont se priver de la compétence, excusez-moi parce que j'ai mes mails qui apparaissent comme ça, de la compétence de l'avocat. Alors cette compétence, elle est, par rapport à tous les intervenants qu'on va pouvoir, trouver sur le marché de la médiation, bah, elle est double. Pourquoi? Parce que déjà, l'avocat a évidemment, la compétence juridique et judiciaire, donc lui, il connaît tout le circuit qu'il peut y avoir après. Il connaît tout le circuit qui va s'intercaler ou voire se mélanger avec la médiation quand la médiation est judiciaire. Donc il a déjà un avantage énorme, sur la partie qui, par exemple, va arriver sans avocat. Vous pouvez avoir des médiations où il y a une partie avec avocat et une partie sans avocat. Dans ce cas-là, le médiateur va tout de même fortement conseiller à la partie sans avocat de prendre un avocat, parce que nous allons avoir un déséquilibre entre les parties. Or, le médiateur est neutre, c'est-à-dire que le médiateur ne peut pas appuyer plus une partie que l'autre. Donc déjà, ça, c'est très c'est donc en ayant cette compétence juridique judiciaire, évidemment, en connaissant, parce que je vous parle de l'avocat formé à la médiation, donc l'avocat formé à la médiation a évidemment cette double compétence du judiciaire et de la connaissance du déroulement de la médiation. Donc, avec toutes ces compétences, il est vraiment l'interlocuteur de la partie. Et pour compléter ce tableau idéal, je dirais, eh bien, c'est que il est soumis à ses propres règles déontologiques. C'est que l'avocat donc doit respecter, même quand il est dans le cadre d'une médiation, qui fonctionne déjà aussi avec certaines règles, eh bien, il va devoir quand même rester, fidèle évidemment aux 2 points de base qui sont pour moi le secret professionnel, l'obligation, de, loyauté et le respect aussi du contradictoire. Donc ce mélange de règles déontologiques de l'avocat, des garanties professionnelles et des règles de la déontologie de la médiation vont former un ensemble, un cercle qui est complètement sécurisé et dans lequel on retrouve cette fameuse confiance qui est en fait le point principal pour moi, de la médiation. Donc c'est la chose que les avocats doivent présenter à leurs clients et qui font que de façon, presque incontestable, eh bien, l'avocat va présenter tous ces aspects-là. Alors rapidement donc, vu le temps qui nous reste, voilà, les bases légales, à la limite, vous avez le support, peut-être qu'on pourra leur laisser à la disposition après, voilà. Donc vous avez évidemment toutes les réglementations, qui s'imposent pour, la médiation judiciaire, les Alors, médiations. une question, Nathalie, Maître Godmer nous dit: «Il me semblait que le principe du contradictoire ne s'appliquait pas à la médiation». Alors quand je dis contradictoire, c'est-à-dire, effectivement, je comprends la question du confrère parce que, par moment, le médiateur va pouvoir interroger une partie en aparté. C'est la notion d'aparté qui pourrait faire croire qu'il n'y a pas de contradictoire. Ce qui pourrait faire croire aussi qu'il n'y a pas de contradictoire, c'est que, on n'est pas obligé de donner tous les documents. Mais moi, je parle de l'esprit du contradictoire. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas les informations au fur et à mesure de la médiation, eh bien, la médiation ne peut pas avancer à mon sens. Donc on a le contradictoire déontologique et pour moi, on a un espèce de contradictoire psychologique et moral dans la médiation. En plus, c'est une notion qu'on maîtrise très Ah bien. bah, c'est ce à quoi votre confrère, Voilà, consoeur pensait. Très bien. voilà, hein, Il voilà. nous reste 4 minutes pour la présentation. Alors Nathalie, donc, on je vous vous presse. laisserai, alors je vais passer très vite sur toutes les bases légales parce qu'évidemment chaque avocat est capable d'aller les consulter, hein, et ça va de dispositions du code civil, du code de procédure civile qui va donc permettre d'impliquer, la médiation judiciaire et les conciliations obligatoires dans certaines matières comme le droit de la famille, comme, par exemple toutes les obligations entre locataires, le voisinage et cetera. Donc c'est les fameuses situations où la médiation est obligatoire, où la conciliation est obligatoire. Vous avez aussi tous les codes de déontologie qui concernent, les médiateurs.
Et il y a même un code de conduite, européenne, donc c'est intéressant de savoir aussi quelles sont Mmh mh. les obligations du médiateur. Voilà. Alors, qui peut initier la médiation? Donc ce que je séparais tout à l'heure, donc soit les parties, soit les juges. Avant l'instance, bien sûr, quand le procès n'est pas, engagé. Vous allez retrouver, également des clauses de médiation, dans certains, contrats avec des obligations, voilà, ce dont je vous parlais, hein, les obligations de conciliation. Vous avez beaucoup d'obligations dans les procédures familiales, hein, mais aussi ce qui est très important, c'est la décision, des parties. On va retrouver aussi pendant l'instance, à partir du moment où le procès est engagé, les confrères le savent, le juge peut non seulement ordonner la conciliation ou la médiation, mais les parties peuvent la demander. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on peut la demander à tout moment et je crois que sur mon support, c'est pas indiqué, mais on va retrouver même des demandes de médiation, ça peut paraître incompréhensible, après l'instance. C'est-à-dire après la décision, après une décision de justice, les parties vont décider d'avoir recours à une médiation. Ce qui peut paraître étrange parce que, pourquoi? Eh bien, parce que la décision qui a été obtenue ne satisfait ni une partie ni l'autre. Donc on retombe dans la problématique, parfois de la justice que, mieux vaut un mauvais accord qu'un bon procès. Alors, qui peut initier la médiation? Donc voilà, c'est évidemment, je vous parle du juge, donc la proposition faite, par le juge, c'est une proposition, mais parfois on peut avoir une injonction d'aller rencontrer le médiateur. C'est-à-dire que les parties n'auront pas le choix et devront se soumettre à la médiation, qu'elle aboutisse ou pas, bien sûr, hein. Donc là, on sera dans une obligation, ce qui, moi, à mon sens, c'est pas toujours, facile parce que quand vous avez des gens qui sont pas prêts à le faire, mais bon, on peut aussi expliquer et ça peut être intéressant parce que, certaines personnes changent d'avis aussi. Voilà. Alors, donc le moment, eh bien, c'est en tout état de la procédure. Donc voilà, ça c'est vraiment l'article de base qui nous, permet. Alors les juridictions qui sont concernées, ça, c'est, intéressant parce qu'on a tous les degrés de juridiction et on va le retrouver aussi bien, prud'homme, en droit public. Donc il y a des exceptions, mais la possibilité est vraiment très, très large et il est question, dans une proposition que j'avais lue là sur les réflexions, législatives, en fait, de l'ouvrir à toutes les juridictions pour que vraiment ça soit plus un blocage, sur cette solution de médiation. Donc on retrouve toujours la possibilité à la demande des parties. Alors comment désigner ce médiateur? Parfois ça peut être un petit peu, compliqué et on peut demander au juge de nous aider si on n'est pas d'accord sur la désignation du médiateur. En revanche, la particularité, c'est pour ça que j'ai mis sur le support, c'est que la décision, d'obliger les parties donc, de faire la médiation n'est pas susceptible d'appel. Donc ça fait partie des petites décisions comme ça sur lesquelles on peut pas interjeter, appel. Après en ce qui concerne le médiateur, évidemment, le médiateur désigné, donc qui fait partie des listes des juridictions, doit accepter, cette désignation et dans certains cas, il y a des médiateurs qui refusent parce que, par exemple, c'est pas du tout une question de compétence selon la matière, mais c'est parce que le dossier ne lui convient pas, il y a une caractéristique. Donc ça, c'est la liberté déontologique des médiateurs de refuser. Donc je vais vite. Alors la rémunération. Donc la rémunération, c'est quand même une question importante aussi parce qu'elle est évidemment, prise en charge, par, les parties et donc ça va faire partie d'une discussion qu'on va avoir à l'ouverture de la médiation. Le médiateur va rédiger un courrier, il va donner le montant, de ses honoraires et de ce frais et donc ça devra aussi être accepté par les parties. Ça fait partie, des conditions de la médiation. Évidemment, lorsque nous sommes dans la situation judiciaire, c'est le juge qui fixe le montant et on fonctionne exactement, comme, la consignation pour les experts judiciaires, donc consignation, des frais auprès du tribunal, la médiation ne pouvant commencer que, à partir du moment où cette somme a été consignée, par les parties et l'aide juridictionnelle aussi, admet évidemment la prise en charge des médiateurs et des avocats. Donc ça, c'est quand même bien pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Alors, quelle est la durée de la médiation? Donc ça, c'est la durée, Nathalie, oui, désolée, je parlais, mais en fait, mon micro était coupé. Une question d'un oui. participant tout à l'heure qui était: est-ce qu'on est rémunéré à l'horaire ou, taux horaire ou résultat ou les 2, un mix? Comment ça se passe? Alors mais pour qui? Pour l'avocat ou pour le médiateur?
Alors si c'est la je vais Ou faire les 2. pardon, Voilà. l'avocat, oui. Donc si c'est le médiateur qui a un forfait, ça fonctionne différemment, forfait ou taux horaire, parce que parfois on ne peut pas savoir, combien il y aura de séances de médiation, sauf si dans le protocole de médiation, puisqu'en fait il y a un document, hein, c'est comme une convention d'honoraires. Vous avez un protocole de médiation dans lequel on peut prévoir un nombre de séances avec un avenant possible si ça n'a pas été suffisant. Parce qu'il y a des dossiers plus simples qui peuvent, et alors en ce qui concerne l'avocat, vous vous retrouvez exactement la même situation que dans la liberté de vos honoraires. Vous, travaillez soit au taux horaire, soit au forfait, et ça, c'est encore un accord que vous allez prendre, avec une convention d'honoraires, hein, bien sûr, on conseille fortement la convention d'honoraires. Voilà. OK. Alors juste pour dire Une oui. autre question, Nathalie. Est-ce que le médiateur peut être désigné avant le litige, lors du contrat ou est-ce qu'il est possible de changer ensuite? Alors, si, oui, alors si on est dans une médiation conventionnelle, c'est-à-dire, avant tout litige, on peut bah, oui, il va être désigné par les parties, de toute façon, d'accord, et s'il y a un problème, alors il arrive qu'en cours de médiation, on change de médiateur, soit parce que le médiateur se retire, il refuse de continuer la médiation, parce qu'il y a des problèmes relationnels, parce qu'il n'est pas d'accord, soit parce que ce sont les parties qui demandent le changement de médiateur. Donc là, on est toujours dans la condition accord des parties. On travaille dans l'accord des parties. S'il n'y a pas accord des parties, tout s'arrête. Puisque le principe de la médiation, c'est que la médiation s'arrête à tout moment. On n'est pas engagé. Voilà, D'accord, OK. voilà. Alors Nathalie, il nous reste 7 minutes. Alors Heu, je vais faire très vite, vous allez voir. Donc la durée de la médiation, c'était important parce que, c'est la durée, en cas de médiation, judiciaire. C'est-à-dire que normalement, elle ne doit pas dépasser 3 mois, mais elle peut être renouvelée sur demande au juge. Voilà, donc d'accord, on voit que déjà dans le cadre judiciaire, c'est bien parce que c'est plus court que le délai qu'on a d'une mise en état à l'autre, dans un dossier au fond, hein. Donc ça peut être quand même, très rapide, et il y a des propositions de réforme sur les délais qu'on va peut-être allonger, ou raccourcir selon les matières. Alors, comment, dans le cadre, le processus de médiation? Voilà, donc dès que, nous sommes dans la médiation judiciaire, désignation du médiateur, paiement de la consignation évidemment, et convocation, des parties dès que, la consignation est faite. Donc, aussi particularité, mais on est un peu dans le même esprit que dans les expertises, le médiateur peut demander à s'adjoindre l'aide d'un tiers. Donc, ça va être un tiers expert parce qu'on est dans une matière technique, donc on peut avoir besoin d'informations supplémentaires. Donc on est toujours sur cette notion de données, qui sont essentielles aussi dans la médiation. Le médiateur dans la médiation judiciaire, s'il rencontre des difficultés, va pouvoir également, comme dans les expertises, s'en référer au juge qu'il a ordonné, pour faire part des difficultés qu'il rencontre. Voilà, avec demande de renouvellement de la mission aussi, c'est ça. Alors la fin de la médiation, ça c'est quand même très important, puisque soit on aboutit, soit on n'aboutit pas. Nous sommes toujours là dans le cadre d'une médiation judiciaire. Donc il y a un accord qui va être, établi dans le cadre d'un protocole établi par les avocats ou d'un rapport établi par, le médiateur, et l'affaire reviendra simplement pour homologation. Donc il y aura pas eu de procès au fond, on a juste une homologation, par le juge. Nous n'aboutissons pas dans le cadre de cette médiation judiciaire, eh bien, effectivement, le médiateur, va indiquer que l'affaire n'a pas abouti, et on retombe, totalement dans le circuit classique, de la pardon, du procès judiciaire, et comme je l'indiquais tout à l'heure, eh bien, à tout moment, la médiation peut s'arrêter, même lorsqu'il s'agit d'une médiation judiciaire. Voilà, donc ça, c'est très, d'accord. très important. Alors les obligations, je vais passer rapidement là sur les obligations du médiateur. Il est évidemment compétent, il est dans l'honnêteté, intellectuelle, psychologique, il est diligent pour mener évidemment, sa médiation, il fait pas traîner les choses. Très important, il est évidemment complètement neutre. C'est-à-dire qu'à aucun moment le médiateur ne dira: «Monsieur, vous avez raison, vous dites n'importe quoi, je ne suis pas d'accord». Donc, il n'est pas là du tout pour prendre, position, mais il est là comme on l'appelle parfois comme un accoucheur, comme en maïeutique. Donc il est là pour faire accoucher les gens, d'une solution, sans les orienter. Donc il a vraiment, cette position d'impartialité. La confidentialité, eh bien, il est tenu à la confidentialité, c'est ce qui va asseoir la sécurité et la confiance, des parties, et à tout moment, et ça c'est très important, et notamment c'est la première réunion introductive de la médiation, il va indiquer aux parties
à plusieurs reprises qu'elles sont libres, de parler, qu'elles sont libres de consentir, de ne pas consentir, qu'elles sont libres de ne pas être d'accord et il posera cette question à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez donner votre consentement sur ce point-là? Donc ça, c'est une des règles de, la déontologie du médiateur et de la médiation. À tout moment, recueillir le consentement, des parties, l'information des parties. Donc l'information des parties dans le déroulement de la médiation et l'information des parties, c'est aussi la recherche de l'information sur, des données que n'ont pas, les parties. Enfin, un dernier point qui est très important, qui peut amener le médiateur notamment à interrompre la médiation ou à refuser de la poursuivre, c'est le respect de l'ordre public. C'est-à-dire à aucun moment le médiateur ne va pouvoir accompagner les parties dans la recherche d'une solution qui serait contraire à l'ordre public, mais, ça il me semble que c'est à peu près évident. Alors là, petit tableau très rapide aussi qui est intéressant parce qu'on va comparer, les droits et les obligations des parties. Là, ça concerne les parties et les avocats. Donc on a les avocats, d'un côté, les parties. Ça se rejoint, mais avec des expressions, qui sont différentes puisque les parties sont dans la liberté totale, elles sont dans la confidentialité. Elles doivent également être, et ça c'est un point qui est énoncé, dans les toutes premières explications, on va évidemment s'exprimer avec respect, donc il est hors de question que ces séances de médiation dégénèrent, hein, en pugilat ou en séance d'insultes, ça c'est évidemment pas du tout, acceptable et la Voilà, loyauté je vous oui, interromps Nathalie là-dessus. J'imagine que c'est ça arrive. l'intention, mais entre l'intention et ce qui se passe, comment est-ce que Eh ben, comment ça se passe? Puisque bon, moi, dans ma formation, j'ai été amenée à devoir jouer le rôle du médiateur. Donc, il y a eu des fausses médiations et des vraies médiations. Bon, évidemment que dans les fausses médiations, les acteurs s'énervaient pour savoir comment est-ce qu'on alors donc en fait, nous avons des leviers. Nous avons des leviers qui sont appris dans la formation, heu, d'accord, autant médiateur que côté avocat, pour désamorcer, en fait, ces leviers sont souvent là, c'est l'écoute positive, l'écoute, empathique, la reformulation des problèmes qui permet de, stopper, voilà et si vraiment ça dégénère, on peut faire des apartés donc il y a des techniques, hein. C'est vraiment des techniques, en fait, c'est des techniques que tout le monde devrait maîtriser pour être un parfait truchement. C'est un peu comme Mais pas que dans la médiation, hein, dans voilà, notre vie privée exactement. aussi Ouais. et ce qu'on appelle, la communication non violente, ça tout le monde la connaît cette expression, Mmh. communication non violente, communication positive. Donc on n'est pas que dans le côté juridique, on est vraiment dans d'autres techniques, qui sont Ouais, très intéressantes et qu'on peut utiliser. Donc voilà, mais bon, parfois c'est difficile, mais on a toujours la possibilité d'interrompre la séance de médiation en dernier ressort. C'est pas le but parce qu'il faut vraiment rester dans la alors alors les il nous avocats reste Nathalie, il nous reste 1 minute. Désolée pour les avocats qui ont alors un les avocats, on va passer parce que les avocats savent ce qu'ils ont à faire, voilà, en général. Donc, les effets de la médiation sur l'instance. Alors, ça, c'est important parce que ça il y a aussi la prescription. Donc, évidemment, la médiation a un effet suspensif dans l'instance. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir risquer la péremption d'instance. Les avocats savent ce que ça veut dire. Donc, le juge n'est pas dessaisi et il y a un effet, suspensif. En revanche, l'audience, peut mettre fin à la médiation, auquel cas elle reprend et la fin de la médiation reprend le cours de l'instance. Voilà, donc ça, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ensuite, la prescription, ça, c'est très important. ouais. Donc, Nathalie, je vous oui. interromps parce que je pense que tout le monde aimerait, continuer pendant des heures. Malheureusement, il est 14 heures. Nous nous sommes engagés sur un créneau. Alors Heu, je termine laissez-moi terminer sur la d'accord, prescription, parce que ça, c'est hyper important. Donc, ce qui est très important évidemment et ça, c'est la base du conseil de l'avocat, la prescription, toujours la prescription. Donc oui, on peut partir en médiation, même si on est proche d'un délai de prescription, parce que la médiation interrompt la prescription. Mais elle ne l'interrompt que, évidemment, si elle est ordonnée par le juge, si on a apporté, le point de départ d'une médiation officielle. Parce que si on n'a pas la preuve, évidemment, on va avoir des problèmes. Donc ça, c'est très important, toujours vérifier la prescription. Et enfin, et ben, bon, ça, j'en ai parlé, sur la fin de la médiation, donc absence d'entente ou entente avec une obligation, judiciaire et un juge qui va, contrôler la conformité du protocole d'accord établi à la fin de la médiation. Je suis très
frustrée parce que j'aurais aimé vous parler pendant des heures Nous aurions aimé vous écouter. de Après tout on ça. pourra, en reparler. Ouais, Alors il y avait 2 questions très rapidement. Une voilà, question, est-ce OK. qu'une médiation peut se faire à distance? C'est une question d'actualité, puisqu'aujourd'hui, Alors tout à fait, puisqu'il existe des plateformes de médiation. Et que en matière de médiation, donc j'ai assisté très intéressant à des médiations en droit international, contrats internationaux. Donc toutes les médiations sont en distanciel, hein, puisqu'on a parfois du mal à retenir la présence. Après, on a aussi des experts, qui viennent d'un peu partout, donc il y a aucun souci, ça se peut se faire, hein. En tout peut se cas, faire à juridiquement, ça n'enlève aucune validité, ah très bien, à la médiation. Je merci rappelle, la beaucoup. médiation est conventionnelle, Alors elle est confidentielle. une autre question, alors la réponse à mon avis très longue, mais si vous avez une réponse rapide, nous Je serons ravis de peux le faire. l'avoir. Dans quel cas est-ce qu'un commerçant doit adhérer à un organisme de médiation pour contractualiser avec ses clients? Alors, premièrement, il faut se rappeler que la médiation n'est pas obligatoire. Elle n'est pas Ouais, obligatoire. Donc, je comprends pas trop le sens de la question sur contractualiser. Est-ce que c'est un contrat, un pré-cadre, quelque chose comme ça? Le principe, c'est que, soit effectivement, on va prévoir dans des conditions générales de vente ou dans un pré-cadre, des modes alternatifs de règlement des litiges, dont la médiation. Alors ça, d'accord, mais c'est pas propre aux commerçants. On mmh. a des contrats préparatoires qui peuvent envisager, mais c'est comme l'arbitrage pour moi, voilà. Donc je peux pas vous donner trop de solutions là-dessus. En tout cas, ça peut être prévu à l'avance, effectivement. Ça peut D'accord. être prévu à l'avance. Alors moi peut-être j'ai une dernière question. Allez. Alors tous les participants, allez-y, parce que si vous pouvez encore rester un petit peu, je sais pas Nathalie si vous pouvez rester encore 10 Oui, oui, minutes. moi je peux rester, encore 10 minutes, hein. Voilà, dis-moi. N'hésitez pas à poser des questions. Moi j'ai une question, donc vous vous êtes lancés dans la médiation, au moment du confinement, Oui. hein, et voilà, qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de travailler? Qu'est-ce qui est mieux qu'avant? Alors, déjà, c'est dans la façon de préparer mes dossiers. Et aussi la façon de présenter mon travail à mes clients. Puisque quand je leur propose la médiation sur certains dossiers, pas sur tout le dossier, je dois vraiment leur faire une présentation, complète, de la solution judiciaire, de la médiation. Donc ça m'a permis de retravailler, certains principes, et plus on donne de l'information aux clients, plus ils sont contents parce qu'eux, ils souhaitent Mmh. comprendre. Donc déjà, le dialogue avec mes clients, c'était important. Et après, le travail avec les confrères aussi, parce que j'ai parfois remarqué que l'opposition, elle vient quand même beaucoup des confrères aussi. Ah Il oui. y a quand même une majorité des confrères, qui sont pas encore prêts à travailler dans ce système-là. Alors c'est pas une question d'âge, encore que parfois, mais c'est une question de méthodologie. En plus, voilà, moi ce qui m'a plu, c'est que, même j'ai des nouveaux domaines de compétences, j'ai envie de travailler plus rapidement, j'ai envie d'être sur le terrain, j'aime l'interprofessionnalité, je trouve que notre profession doit s'ouvrir pour évoluer. Donc moi, ça m'a beaucoup plu à ce titre-là. Voilà. Et alors, ces 200 heures de formation, vous les avez fait sur quelle, durée? Parce que j'imagine que les participants sont là parce qu'ils ont envie de savoir, Oui, alors voilà. moi, pour tout vous dire, moi, je viens juste finir mes 200 heures en rajoutant de la pratique. D'accord, Parce que 200 heures, d'accord. moi, j'ai fait 60 heures de formation en 2 mois. Donc c'était quand même très intensif, Ah oui. plusieurs fois par semaine. Avec des devoirs entre les 2? Ouais, avec Entre les des sessions? devoirs, avec des ateliers, donc c'était très D'accord. intensif, mais C'est je pense plus que que c'est 200 heures. voilà, donc c'était pendant le confinement, donc j'avais plus de temps, mais enfin j'avais quand même le Ouais. reste à traiter et mais c'était nécessaire et je pense que même 200 heures, franchement, c'est le minimum parce que c'est vraiment tellement une technique. Vous voyez, tout à l'heure, vous parliez, des réunions qui dégénèrent là, pour arriver à contrôler, ce genre de débordement, c'est pas évident. Et après, ça dépend évidemment des matières sur lesquelles vous travaillez. Il est clair que quand vous êtes, c'est super intéressant, dans le droit des sociétés, dans les cessions d'entreprise, dans les cessions de parts, dans les contrats internationaux, ça demande beaucoup de pratique, la connaissance juridique, mais aussi la pratique de tous ces domaines-là. Donc c'est vraiment le minimum. Donc moi, je suis en train de terminer mes 200 heures
et je suis pas encore, répertoriée sur le centre du CNB, mais je veux, moi, c'est la plateforme sur laquelle je veux être répertoriée, c'est celle du CNB puisque, je veux accompagner mes clients. Donc je souhaite être référencée comme avocat accompagnant, des clients. Après la formation, on peut la faire sur un très Et long temps, hein, voilà. et est-ce que vous savez combien d'avocats vous êtes en France à avoir développé cette compétence? Alors, je pense qu'on nous sommes moins de 1 000 Moins répertoriés. de 1000. Mais il y D'accord, a beaucoup d'avocats qui la pratiquent sans avoir les 200 heures de formation. Puisqu'en fait, j'ai on peut compris. déjà la pratiquer si on n'est pas répertorié au CNB, moi avec mes 60 heures, j'ai commencé à la pratiquer, mais de façon informelle. C'est-à-dire j'ai commencé à l'insérer dans ma façon de travailler et il faut pas que ça effraie les avocats parce que je pense que quelque part, on en fait déjà un peu de la médiation, on fait de la conciliation, de la Sûr. négociation. Donc on est vraiment très, on a toutes les qualités pour le faire. Moi tout comme je conseille à mes confrères, donc je suis à fond sur la transaction immobilière en disant qu'il y a un gros potentiel pour les avocats. Je dis pour la médiation, il y a un gros potentiel pour les avocats, et puis ça change. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'aussi on exerce notre métier au fur et à mesure, je sais pas, dans les confrères, s'il y a des jeunes confrères, au bout d'un certain temps, il y a un aspect répétitif dans notre profession Ouais, et on a la chance, la je dis diversité. qu'on a la chance d'exercer un métier tellement pratique et intellectuelle à la fois, où on peut évoluer tout au long de notre carrière. Donc franchement, je trouve que c'est passionnant. Moi, je terminerai en disant que c'est passionnant, voilà. Bon, eh beh, formidable et peut-être une dernière question, ces 200 heures, est-ce qu'elles sont, à vos frais ou c'est offert par le CNB? Comment ça marche? Alors, eh bien, donc il y a aucun souci, donc on peut bénéficier, de la prise en charge, des, formations professionnelles. Alors il y a vous savez qu'on a des forfaits, un par an, donc bon moi je l'avais pris en charge, je l'ai fait passer en charge, mais elle n'avait pas été totalement, alors après la possibilité c'est de l'étaler sur plusieurs, années et puis aussi d'adjoindre à la formation théorique de la pratique qui va rentrer en ligne de compte sur, les heures requises par le CNB. Voilà. D'accord et c'est 20 heures de formation. Très bien, et vous pouvez le déduire de vos charges de toutes les Oui, façons? oui, il y a aucun problème, même si c'est D'accord, pas pris en charge totalement, d'accord, d'accord. Très donc bien. donc voilà. Eh ben, merci beaucoup Nathalie, pour tous les participants, donc merci pour, toutes ces informations. C'était très dense, même pour moi Bah, moi, je qui suis suis un désolée peu parce que néophyte j'aurais en aimé vous médiation. parler des techniques de Passionnant. formation, de tout le reste, mais bon, peut-être une autre fois, voilà. On pourra éventuellement faire une autre session pour ceux que ça intéresse. Alors Et justement, alors je tous les précise, participants, vous allez recevoir à la fin de la excusez-moi, session un petit questionnaire. Oui. si les confrères là ont des questions, je sais pas comment vous pouvez transmettre mes enfin, je sais pas parce que là, je sais pas si on a Alors un nous allons justement, il va y avoir un questionnaire à la fin qui permettra à tous les participants de donner leurs opinions et de poser leurs questions et nous, par ailleurs, nous allons envoyer à tous les participants un pack avec, votre présentation Nathalie, si vous êtes d'accord pour nous oui, oui, la bien sûr. pour nous la transmettions, le replay du webinar, vous pouvez regarder, plus lentement et un Oui, article que nous allons rédiger qui résumera les points principaux. d'accord et Voilà. si donc évidemment, ils veulent rentrer en contact avec moi, il y a pas de souci, hein, je suis à leur disposition pour des discussions C'est adorable. informelles ou autres, voilà. Alors, on a un participant qui vient d'arriver. Je suis désolée maître. Malheureusement, la session se finit. Alors, vous recevrez les informations, par email avec notamment le webinar, le replay qui vous permettra de le revisualiser. Merci beaucoup Nathalie et puis pour tous Avec les avocats plaisir. qui connaissent pas encore Merci de Justify, votre n'hésitez accueil. pas à nous contacter. Au revoir Nathalie, au Au revoir à revoir. tous. Au revoir à tous. Au revoir confrères.